dis-moi qui est ta mère et je te dirai qui tu es. Nos mères sont celles qui nous ont donné finalement leur premier modèle, les premiers codes du féminin, de la femme. Et donc forcément, leurs codes, ce qu'elles nous ont transmis, ont eu un énorme impact, voilà, dont on n'est pas toujours consciente. J'ai analysé 3 types de femmes, 3 types de mères, 3 types de femmes qui ont été nos mères et qui nous ont transmis leur propre modèle du féminin. Ces 3 types de femmes ont toutes le même but en fait. Incarner ce qu'elles pensent être une femme. D'accord ? On va partir déjà de cette base-là. Sauf que ces croyances sur ce qu'est une femme sont fondées sur un seul et unique système social et même économique et sexuel qui s'appelle le patriarcat. Lequel patriarcat a fait perdre la puissance originelle aux femmes tout en dénaturant la propre puissance des hommes. Voilà. Donc continuons et revenons à ces 3 types de femmes qui sont nos mères, qui ont été nos grands-mères et toute une lignée de femmes avant nous. Comprenons quelque part, et c'est bien compréhensible, cette forme de frustration, cette forme de colère aussi par rapport à cette confiscation de notre pouvoir, de notre puissance originelle. Donc quand on est en colère, mais en même temps régi par la peur, eh bien on se doit de retrouver finalement ce pouvoir, cette puissance perdue. Et c'est ce qu'ont fait ces 3 types de femmes, mais à partir de ce que les hommes leur demandaient et acceptaient bien. Donc on a 3 types de femmes qui vont essayer de reprendre leur pouvoir originel, leur puissance originelle, mais à partir des fondements acceptables du patriarcat. Donc 3 types de femmes qui ont adopté 3 stratégies différentes d'après ma propre analyse. Et ces 3 stratégies, finalement, elles ont adopté de manière différente en fonction de leurs propres croyances, mais aussi de leurs propres blessures, des propres traumatismes vécus. Voilà. Premier modèle, c'est celui, donc votre mère numéro 1 potentiel, c'est le modèle de la femme dévouée. La femme dévouée, on pourrait dire même qu'elle fait référence au niveau religieux à la Vierge Marie, on va dire pour les religions qui croient en Marie. En tout cas, c'est la mère, voilà. La mère, c'est la mama, vous voyez, c'est vraiment la mère dans toute sa puissance de don. Alors cette femme, sa puissance, elle la tient d'où ? Quel est son modèle de la femme, du féminin ? C'est d'être au service des autres, au service de son conjoint comme de ses enfants, voire même par extension de la famille en général. C'est un modèle de femme qui n'existe qu'à travers son utilité et au travers des services qu'elle peut rendre. Le repas, le soin des autres, etc. Et il y a vraiment une approche utilitaire de la femme. Au niveau du corps, j'ai noté aussi un élargissement de son corps au niveau de sa poitrine et plus principalement de son cœur. C'est-à-dire que physiquement ou énergétiquement, on va trouver un élargissement, comme si c'était des femmes qui donnaient tout entière leur cœur, leur poitrine. Il y a même un mouvement énergétique vers l'avant, voire même les bras qui vont avec. Voilà. Alors, je serais intéressée que vous me partagiez si vous avez en tête, alors ça peut être votre mère, peut-être que vous vous reconnaissez aussi à travers ça, que vous reconnaissez votre grand-mère, une arrière-grand-mère, mais est-ce que ça vous parle, ce côté énergétique ou même carrément physique, présent avec une prédominance du haut, mais qui donne ? Voilà, donc c'est un modèle, on va dire, de femme qui a besoin de donner, qui a besoin de se rendre utile, parce que c'est en se rendant utile, finalement, qu'elle se réapproprie son pouvoir. La position, t'as déjà trouvé la tienne, Aurélie ? Bon, super.
Position par rapport à l'homme, c'est une position que je définirais par une position verticale basse, et même par rapport aux autres. C'est-à-dire qu'on voit toujours l'autre, que ce soit le conjoint, mais même les enfants ou les autres, on les voit au-dessus de nous et nous en tant que serviteurs, au service d'eux. Voilà. Laurine, énergétiquement, oui. Et puis, on va dire le sentiment profond, pas forcément conscient, qui se dégage par rapport à l'homme, c'est un sentiment de peur. C'est-à-dire la peur que ce que je décide de faire ne soit pas autorisé. C'est un modèle de femme qui va se restreindre dans ses décisions, dans ses désirs, parce qu'elle considère qu'il faut qu'elle ait l'aval du conjoint. Voilà. C'est un modèle qui est prédominant quand même, on va dire, auprès de beaucoup de nos grands-mères, encore beaucoup de nos mères. Et au sein de nous, on en retrouve forcément des bribes. On y viendra plus tard. Laetitia, c'est tout toi. C'est tout ma mère. Oui, je vous dis, vous allez retrouver pas mal de vos mères là-dedans. Donc, les messages qu'elle véhicule, ce type de femme, ce type de mère, et ces croyances qu'on a pu intégrer. Alors, comme pour tous les autres types qu'on va voir, il y a une déconnexion de ses envies, de ses désirs, de ses besoins, de son essence. La femme se résume à ce qu'elle donne, et donc à sa capacité à donner toujours plus, voire même à anticiper les besoins des autres. Elle est dans une sorte d'abnégation. Encore une fois, il y a un curseur, bien sûr. Hein. Donc là, je vous parle vraiment du modèle avec le curseur le plus poussé, on va dire. Le pouvoir de cette femme, il est quand même dans la création des enfants réels. Voilà. Quand je dis enfants réels, parce qu'on parlera des enfants symboliques plus tard. Donc, elle est dans la création d'enfants réels, c'est-à-dire donner naissance et assurer la continuité du patriarcat par le biais des enfants qu'elle donne. Et d'ailleurs, quand on pense, on va dire, aux transmissions des richesses, aux transmissions même au niveau de la royauté, voilà, il fallait donner des héritiers et il fallait donner le plus d'enfants possible parce qu'il y avait un taux de mortalité élevé chez les enfants. Donc la femme en tant que ventre, voilà, qui est capable de créer pour le compte de l'homme. Voilà. Dans ce que je dis, vous vous rendez compte que je parle aussi des croyances aussi inconscientes, hein, des modèles qui sont inconscients, qui sont véhiculés, mais dont on n'a plus forcément, c'est plus forcément palpable, pourtant c'est là. La croyance de ce type de femme, c'est il faut se soumettre et se rendre utile pour être aimé et être protégé. Voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là. Il faut se rendre indispensable, donc faire passer les autres avant soi, quitte à s'oublier soi-même. Alors en tant que fille, quand on a eu une mère comme ça, ou en partie comme ça, eh bien j'ai envie de dire que la barre est très haute en fait. Ce qu'on peut intégrer, c'est je ne serai jamais à sa hauteur, finalement, tellement sa capacité à donner n'a aucune limite. Donc, ce qu'on peut intégrer sans s'en rendre compte, c'est je dois faire plus d'efforts. Voilà, je dois faire plus d'efforts pour être la mère parfaite. Voyez ? Et ce modèle-là a été quand même très prégnant. Donc, même si votre propre mère n'est pas, on va dire, dans ce type-là, il y a fort à parier que votre grand-mère l'ait été. J'ai l'impression qu'il parle pas mal quand même, celui-ci. Hein. Donc, on passe au second. On arrive au type de femme numéro 2, la femme qu'on pourrait dire séductrice. On va être plutôt sur le modèle de la prostituée. Ne faites pas d'amalgame avec ce que je dis. Hein. Je suis en train de parler des modèles et des fondements et des croyances. Mais typiquement là, on n'est pas sur Marie, on est sur Marie-Madeleine. Voyez ? On est sur la femme qui est au service, pas de remplir le ventre de l'homme, leur apporter les petits soins, on est plus au service de son plaisir. Voilà, on est vraiment sur une notion de la femme qui veut apporter du plaisir. N'oubliez pas qu'on est toujours dans cette volonté de récupérer le pouvoir déchu. Hein. Donc on comprend que on a ce besoin, on peut retrouver notre puissance et notre pouvoir en tenant les hommes, entre guillemets, par le sexe. Voilà. Donc ce type de femme-là, dans son modèle, n'existe qu'à travers son apparence
et le désir qu'elle suscite et comble auprès des hommes. Voilà. Donc son apparence, son apparat, sa manière d'être est très importante pour elle. Voilà, c'est même vital, parce que c'est comme ça qu'elle peut récupérer sa puissance et son intérêt par rapport à l'homme. Au niveau du corps, là on n'est plus sur la poitrine en avant, etc. Et sur le cœur et sur les bras qui sont largement ouverts. On est plus sur le visage. Le visage, là, a vraiment quelque chose de très important, avec un regard magnétique, avec une bouche qui parle d'une certaine manière pour avoir un pouvoir de séduction. On est sur les cheveux qui ont un apparat. On est sur, donc je vous disais, le regard, la bouche, les cheveux, qui sont là pour être vus, pour attirer l'autre. Voilà. On est généralement quand même dans un corps qui veut être séduisant. Donc on va essayer d'avoir un beau maintien, la poitrine bombée, mais c'est pas la poitrine du premier type de femme. Voilà. Donc là, le corps, dans l'inconscient, il peut être vécu comme une marchandise quelque part. C'est-à-dire, on va rechercher à être séductrice et non séduisante. On y viendra au côté séduisant. Donc, on va mettre le paquet, entre guillemets, sur les atouts vestimentaires, sur le maquillage, les accessoires, les chaussures. Tout ce qui va faire en sorte qu'on va plaire à l'homme, on va plaire à l'autre. Par rapport à l'homme et même par rapport aux autres, on est là sur une position horizontale en fait. Horizontale parce qu'une position, je vous disais par rapport au modèle numéro 1 où on est en forme verticale, position verticale et soumise, voilà. Là on est position horizontale parce qu'on est dans une sorte de comparaison et de concurrence avec l'autre et notamment avec les femmes, voilà. Typiquement, on peut retrouver par exemple la belle-mère de Blanche-Neige qui va dire à son miroir miroir, miroir, qui est la plus belle, etc. Parce que derrière, voyez tout l'enjeu. Si je perds l'attention de l'homme ou des hommes, donc si une rivale vient me le prendre, eh bien je n'ai plus rien, je n'existe plus. Parce que tout mon pouvoir, toute ma puissance vient de là. Encore une fois, je suis dans le stéréotype. Oui, on est sur la séduction, exactement, ouais. Là, dans les émotions, on est à la fois sur de la colère vis-à-vis de l'autre, si je vois que je ne l'attire plus comme avant, et aussi sur une certaine forme de tristesse. Parce que autant le premier type de femme va mettre tout le paquet sur donner le plus possible, mais là, il y a un gros contrôle de soi, par exemple, ça peut aller jusqu'au contrôle de son poids, de son corps, de son attitude, pour vraiment coller au plus près au modèle qui va attirer l'homme selon nous. Voilà. Donc les messages qu'elle véhicule et les croyances qu'on peut intégrer suite à ça. Encore une fois, on est sur la déconnexion de ses envies, de ses désirs, de ses besoins et de son essence véritable. Et là, la femme va se résumer à sa capacité à satisfaire les désirs de l'homme. Voilà, mais désirs plutôt dans son côté sexuel. Hein, on est plus ça. Voilà. Donc là, le pouvoir, dans son paroxysme, va être sur faire succomber l'autre. Voilà. Faire succomber l'autre à ses charmes pour s'assurer que c'est bien nous la favorite et que c'est bien nous qui aurons sécurité et puissance à travers l'homme. Voyez, voilà. On est aussi, si on revient au temps de la royauté, etc., on est sur les favorites. La reine qui était là pour enfanter, hein, pour donner les enfants, donc plutôt dans le modèle numéro 1, même si ce n'est pas elle directement qui cuisinait, mais on était dans cette puissance de donner des enfants. Et gare à celle qui n'en donnait pas, elle pouvait être répudiée si au bout de quelques années, il n'y avait toujours pas d'enfants dans les couffins. Et là, sur le modèle numéro 2, on est typiquement dans la courtisane, dans la maîtresse, dans les madames de maintenant et compagnie. Hein. Voilà. Donc, en tant que fille, si on a une mère comme ça, ce qu'on peut intégrer, inconsciemment d'ailleurs, c'est « je ne serai jamais aussi belle et séduisante que ma mère ». Je ne suis pas vraiment une femme et je ne suis pas assez féminine. Vous voyez, c'est ça qu'on peut intégrer. C'est-à-dire qu'on n'arrivera jamais à être aussi belle, aussi séduisante, aussi attirante, etc. Dans cette conception, même si ce n'est pas conscient, les femmes sont concurrentes entre elles. Hein, et on le retrouve d'ailleurs auprès des courtisanes. C'est-à-dire que celle qui a l'amour et la protection de l'homme est celle qui attire le plus d'attention.
Voilà. Alors, on arrive au troisième type de femme, alors que j'appelle la femme castratrice. On pourrait l'appeler autrement, mais je trouve que ça dit bien l'essence de ce que je veux vous montrer. Ça va être une femme qui va être amère car elle est dans la frustration. Elle sait qu'elle n'a pas le pouvoir en fait. Elle l'a compris. Elle l'a compris et elle peut juste, selon sa stratégie, se venger en réduisant le pouvoir de l'homme. C'est-à-dire qu'elle va aller chercher son pouvoir en abaissant l'autre. Voilà, vous voyez, c'est comme ça qu'elle va tirer sa puissance à elle. Donc elle a rejeté la position de femme dévouée, la Vierge finalement, et elle a repoussé la position de la femme séductrice, la prostituée, encore une fois, hein, on est dans le modèle, hein, je reviens dans le côté biblique, entre guillemets. Sauf que la seule troisième voie qu'elle arrive à trouver, bah, c'est celle du mépris, en fait. Voilà. Alors encore une fois, avec un curseur plus ou moins grand. Hein. Elle va rejeter son féminin, voire sa féminité, parce que justement, c'est d'être une femme qui lui donne ce rang inférieur, et c'est ça qui la rend malheureuse. Voilà. Donc elle ne peut pas accepter son féminin, parce que c'est quelque chose pour elle qu'elle vit comme une malédiction, quelque part. Au niveau de son corps, ça va être un corps qui va être assez rigide, assez fermé, assez guindé, voire pincé. Et c'est un corps qui va être fermé notamment au plaisir. Voilà. Là, il y a un refus du plaisir, il y a un refus du flux de la vie en fait. Voilà. Alors par moments, ça peut s'ouvrir, mais on rebouge vite les vannes. Parce qu'on se rend compte que si on les rouvre et qu'on se laisse aller à notre plaisir, et bah peut-être qu'on va se livrer en pâturage et que là on va encore plus profiter de notre pouvoir. Donc c'est une femme qui va mettre des barrières vraiment pour pas qu'on vienne ouvrir son cœur finalement, parce qu'elle a peur de donner le peu qui lui reste. C'est quelqu'un qui a besoin d'être dans le contrôle, qui a besoin d'avoir le dernier mot, qui est très moralisatrice aussi, qui est beaucoup dans le jugement. Typiquement, on se retrouve avec la belle-mère de Cendrillon. Là, vous voyez, cette femme qui, quelque part, qui est veuve, on ne sait pas trop comment elle a été veuve finalement, et puis qui reprend le pouvoir, dans la maison, et puis qui va faire en sorte que tout se passe comme elle le veut, mais qui a un côté refermé. Il y a une certaine forme de haine et de la colère, mais il y a aussi de la haine dans cette femme, voilà, dans ce type de femme, de la haine contre l'homme qui finalement ne lui permet pas de s'ouvrir en tant que femme et de lui laisser exprimer son plein potentiel. Là, pour le coup, on est dans une position verticale, comme dans le premier cas, mais inversée, dans une position haute. On veut avoir l'ascendant sur. Voilà. Oui, Mimi, un mélange de 1 et 3 est possible, tout est possible. Laetitia qui dit c'est ma mère. Oui. Donc les messages qu'elle véhicule et les croyances qu'on peut intégrer avec ce troisième type de femme, eh bien toujours ces déconnexions de ses vraies envies, désirs, besoins et essences. Et aussi le fait que, on intègre que la femme n'a du pouvoir que si elle ne cède pas. C'est-à-dire qu'elle doit tout retenir, y compris le plaisir. Voilà. Il faut qu'elle ferme les vannes, ce qui est complètement contraire finalement à l'essence féminine. Son pouvoir va être, elle, dans la peur qu'elle véhicule. Et d'ailleurs, on verra que ce type de femme s'arrange j'aimerais bien avoir vos retours là-dessus, c'est mon analyse. Mais ce type de femme s'arrange beaucoup pour avoir un conjoint sur lequel elle pourra avoir l'ascendant. Soit parce que ça sera un homme qui lui aussi a une mère un peu castratrice comme ça et donc du coup il est attiré par une femme qui a le même profil, soit parce que c'est un homme qui a on va dire un amenuisement physique, quelqu'un qui est malade ou quelqu'un qui a eu un accident, une infirmité quelconque. Ça va être un homme qui est très timide, très introverti et qui a besoin qu'on l'aide, voilà. Donc, mais globalement, on va quand même être dans un type de femme qui va rechercher un homme qui ne s'impose pas, mais auquel elle va pouvoir s'imposer. Et j'aimerais bien que vous me le partagiez, ça. Nous, en tant que filles, quand on a une mère qui peut avoir, on va dire, tout ou partie de son féminin construit là-dessus,
on intègre. Voilà, Laetitia qui me dit oui, il avait le dessus sur mon père. Donc ça correspond bien. Donc le message qu'on intègre, c'est l'homme ne te protégera jamais, tu ne dois compter que sur toi-même. Il y a une peur de confier sa vie et on va dire, ses fragilités à l'homme. On ne peut que compter que sur soi. Le message qu'on intègre aussi, c'est rejette ton féminin parce que le féminin n'est que faiblesse. Rejette le masculin aussi parce que finalement le masculin est méprisable. Rejette le plaisir, sois forte. Excelle dans un domaine de manière à ne compter que sur toi-même. Donc voilà ces 3 types de femmes qui ont été nos mères, qui ont été nos grands-mères. Laurence nous dit une mère qui cherche à s'imposer, qui a pris le dessus sur mon père. Rosie, je suis comme ça aussi. De toute façon, je vais vous dire, moi la première, je peux me reconnaître dans les 3. Hein, et même en fonction de ma vie, plus on va dire peut-être dans la femme séductrice à un moment, après plus en parallèle la 1, et puis la 3 aussi que j'ai eue. Voilà. On a intégré ça. Donc, toute l'idée derrière, on va voir dans un second temps, c'est comment on fait une fois qu'on a intégré ça. Donc, est-ce que vous avez identifié le type principal de votre mère, ou les 2 ou 3, peut-être qu'il y en a 3, et vous, qu'est-ce que vous avez identifié pour vous? Voilà. Parce que, bien sûr, vous me demandiez, est-ce qu'on peut en avoir 1 ou 2? On peut avoir un modèle complètement pur, entre guillemets, donc le 1, le 2 ou le 3, mais on peut avoir aussi des assemblages. Et comme je vous le disais dernièrement, une évolution au fil des années. Voilà. En tout cas, dans les 3 cas, la femme recherche le pouvoir autrement, d'accord, une manière différente à chaque fois, mais dans tous les cas, ce qu'elles ont en commun, c'est qu'elles ne se connectent pas à leur vraie puissance de femme. Voilà. Dans les 3 cas, on a besoin de l'autre pour nous donner notre vraie valeur finalement. Dans le cas numéro 1, parce qu'on va donner, dans le cas numéro 2, parce qu'on va séduire, et dans le cas numéro 3, il faut qu'on soit toujours plus puissant que l'autre. Voilà. On ne va pas forcément, c'est pas forcément parce que notre mère est du type 1 qu'on va devenir nous-mêmes le type 1, et pareil le type 2, etc. On peut au contraire intégrer un modèle parce qu'il nous a été transmis et se dire, ah non mais au contraire, moi je veux surtout pas être ça, et on va se diriger sur un des 2 autres modèles. En croyant, parce qu'on n'a pas d'autres modèles de construction sous la main, en croyant que justement c'est ça qui va nous permettre de nous connecter à notre vrai féminin. Donc tout l'objet est de dépasser finalement ces 3 types de femmes, ces 3 types de modèles, ces 3 types de construction. Et ce quatrième type de femme, c'est celui que je pourrais appeler le type de femme Femina Quest, hein, qui va déprogrammer les croyances, les mémoires fondées sur ces 3 modèles, et qui va vouloir s'en affranchir pour se construire sur les bases du féminin originel. Voilà. Donc quand je dis féminin originel, je vais l'expliquer un peu plus en détail. Je vois Aurélie qui nous dit « Ma mère et ma grand-mère du type 1 sûr, et moi je suis passée par les 3 autres, mais aujourd'hui je dirais que je suis dans le type 4. » Eh bien oui, forcément Aurélie. Forcément, quand on est dans l'accompagnement, on est obligé de transcender tout ça et d'aller sur le 4. Mais il y a toujours des réminiscences qui viennent à certains moments, et ce qui nous montre aussi que tout ce chemin est en construction parce qu'il est finalement très récent. On va dire qu'on va voir les premières féministes qui ont commencé à défricher, mais qui sont allées sur le terrain finalement pour moi, qui ont pu partir du 3e type, et en se disant qu'au bout d'un moment, on ne pouvait pas prendre les mêmes armes que les hommes, et donc qui sont arrivés sur le 4e, avec un féminisme aujourd'hui qui est justement dans la connexion à sa vraie nature de femme. Voilà. Donc moi, ce que je fais avec Femina Quest, eh bien, c'est une déprogrammation de ses croyances, de ses mémoires. C'est-à-dire venir enlever ce qu'il y a dans nos cellules et qui nous dit que c'est comme ça que la femme doit être. Là, notre mental nous dit, non, mais je veux pas être... je vois bien que cette femme dévouée, cette femme séductrice et puis cette femme castratrice, c'est pas ce que je veux être. Sauf que pour réussir à être dans ce 4e type, eh bien, il y a tout un chemin de désapprentissage à faire. Tellement les siècles
en amont, ont eu une empreinte et une emprise sur nous. Voilà. Et puis, dans un second temps, c'est restaurer sur des fondements sains et ancestraux, finalement, toute la puissance que la femme avait à l'origine. Alors, qui est cette femme que je qualifierais du 4e type, finalement? Eh bien, c'est celle qui s'est donnée, hein, comme le type 1, mais pas dans le but d'être aimée en retour, d'être protégée et d'avoir on va dire, une sécurité. Cette femme du type 4, elle arrive à s'aimer elle-même, elle nourrit un amour d'elle-même, une estime d'elle-même. Donc elle n'a pas à attendre qu'on lui donne cet amour. Ça va juste être un plus s'il est là. Mais elle n'en a pas besoin pour jauger sa propre valeur et sa propre utilité. Donc elle est capable de mettre des limites à l'énergie qu'elle donne aux autres. Elle est capable de mettre des barrières si on vient lui voler son énergie, s'il y a des rapports toxiques. Voilà. Elle est capable de voir ses propres valeurs et de capitaliser dessus. Elle est non pas séductrice, mais séduisante. C'est-à-dire qu'elle ne va pas aller chercher des codes de séduction qui vont assurément plaire à l'homme, d'ailleurs, l'homme des années 2010, des années 2020, comme de 1920, 1930, etc. Parce que ces codes de séduction ont évolué au fil du temps, mais elle ne va pas aller chercher ça. Elle va aller chercher son propre magnétisme intérieur à partir de qui elle est. À partir de la couleur de son âme, de la nature de son essence. Alors moi je parle des archétypes, je fonctionne avec 7 archétypes. Il y a la fée, il y a la princesse, il y a la sorcière, la reine, l'amazone, la prêtresse et puis l'alchimiste. Mais elle va aller chercher quelle est sa vraie nature, son vrai archétype à elle, qui lui parle à elle. Et elle va construire finalement son aura, son magnétisme à partir de celui-ci. Ce qui veut dire qu'elle n'attirera pas tous les hommes, elle n'attirera pas non plus toutes les femmes, mais elle attirera celles et ceux qui la reconnaissent, qui la voient. Donc des gens qui ont des fréquences vibratoires similaires et qui seront forcément beaucoup moins toxiques, beaucoup moins vampirisantes et beaucoup moins manipulatrices aussi. Voilà. Je dis beaucoup moins parce qu'on ne va pas faire de règle générale, mais en tout cas, elles vont se connecter à leur utérus, hein, ça c'est la sorcière, mais elles vont se connecter à leur utérus, à leur cœur, à leur tête, à leur corps tout entier et comprendre où est leur propre séduction naturelle sans en faire des tonnes en fait. Et en tout cas, c'est une séduction qui va partir d'elle-même et pas des envies des autres. Donc j'ai parlé de cette 4e femme qui va prendre du type 1 le côté don mais sans se sacrifier, qui va prendre du 2 le côté séduisant mais pas séducteur, et du type 3, elle va se connecter à sa propre puissance mais sans réduire la puissance de l'autre. C'est ce que fait le stéréotype 3 en fait. Voilà. C'est-à-dire le 3, comme on l'a vu, va réduire le pouvoir de l'autre pour asseoir le sien. Là, on n'est même pas sur du pouvoir, on est sur de la puissance. Et je fais la distinction entre les deux. Après, c'est un champ lexical. On pourrait parler avec des personnes qui travaillent sur l'étymologie. Mais pour moi, le pouvoir, dans la symbolique que ça a, c'est vraiment avoir l'ascendant sur l'autre. Que la puissance, ça vient de soi. Or, ce 4e type de femme va développer cette puissance à partir d'elle-même. Là, j'en parle dans mon programme Femina Quest, quand on en vient à la reine qui vient se connecter à sa puissance de vision, à sa puissance intérieure. Voilà. Et elle n'a pas besoin de s'imposer pour rayonner. Voilà. Elle est capable elle reconnaît à la fois son masculin et son féminin en elle, comme elle reconnaît le masculin et le féminin chez l'autre, et en particulier chez l'homme. Voilà. La 4e est la femme idéale. Oui, Myriam. Alors, tu parles en plus à une idéaliste. C'est la femme idéale, mais ce n'est pas la femme absolue. C'est-à-dire que pour moi, j'ai fait le deuil de beaucoup de choses. Et pour moi, c'est le chemin à emprunter pour être à la fois plus heureuse soi, rendre plus heureuse les gens qui nous entourent. Mais on est en chemin, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de modèle de perfection à atteindre. Il y a juste un chemin à prendre. Par contre, ce que je sais, c'est que les 3 modèles que j'ai décrits, quand ils ont un curseur vraiment très élevé, et même
même si le curseur est faible, à partir du moment où on est sur cette croyance que notre puissance n'est pas à l'intérieur, eh bien, c'est une vie où on va être toujours en quête de récupérer un pouvoir, mais en allant le chercher à l'extérieur de soi. Le quatrième type de femme, c'est cette femme qui ne va pas chercher sa puissance à l'extérieur et attendre que l'autre lui donne. Elle va venir la chercher à l'intérieur. Voilà.